nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler surtout en fait dans la partie débat de l'émission de la visite prévue du président chinois Xi Jinping en Égypte, une visite prévue du 20 au 22 janvier courant, c'est-à-dire à partir de mercredi prochain, donc une visite très importante aussi qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Égypte et la Chine. Et là, il faut rappeler qu'il s'agit de la première visite d'un président chinois en Égypte depuis 12 ans. Lorsqu'on parle de cette visite en particulier, il faut aussi préciser que cette visite fait partie d'une tournée au Proche-Orient du président chinois, puisque l'Égypte va être la première étape de cette tournée qui inclut aussi l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc pas mal de dossiers régionaux sur la table. Lorsqu'on va parler aussi de cette visite, il faut absolument parler et aborder parallèlement au dossier politique, certainement le dossier économique et tout ce qui a rapport avec l'investissement étranger en Égypte, et surtout l'investissement donc chinois. Mais aussi, nous allons parler de culture, puisque aussi il y a des relations culturelles entre l'Égypte et la Chine. Comme je viens de vous le dire, ça va être dans la partie débat de l'émission. Je commence en fait avec le Parlement égyptien, puisque le 10 janvier, donc la semaine dernière, dimanche dernier, c'était la première séance du Parlement élu. La Chambre des députés a tenu sa 6e séance afin de réviser les lois, ou plutôt des lois décrétées par l'autorité exécutive en l'absence du Parlement. Lors de sa 2e séance aujourd'hui, donc le Parlement a approuvé le projet de loi numéro 106 de l'année 2015. Cette loi concerne en fait l'amendement de certains veredicts de la loi 396 de l'année 1956 portant sur l'organisation des prisons. Il a aussi donc approuvé des projets de loi concernant la modification de certains veredicts de la loi pénale. La Chambre des députés a en outre approuvé les 2 décrets de loi concernant l'amendement de certains clauses de la loi concernant la précision des fonctions des comités juridiques pour les officiers des forces armées. Le canal de Suez, donc il y a pas mal de travail aussi, il faut le préciser, sur le chantier. Certainement, je vous rappelle donc que le chef de l'organisme du canal de Suez, l'amiral Mamiche, Mohab Mamiche, donc, a déclaré que les travaux de creusement d'une nouvelle branche de canal devraient finir le mois prochain au lieu du mois de juin. Une donc des réalisations les plus importantes prises en charge par l'organisme du canal de Suez. Dans une conférence de presse, l'amiral Mamiche a souligné que les travaux de cette nouvelle branche s'étaient achevés à 92%. Selon lui, la longueur de la nouvelle branche va atteindre 9,5 km et sa profondeur 18,5 mètres. Elle a pour mission de faciliter donc l'entrée directe des navires au lieu d'attendre 8 heures pour que le convoi du Nord termine sa traversée. Mamiche a en outre assuré que l'idée du creusement de la nouvelle branche a été évoquée et approuvée par l'Égypte depuis 2012. Donc un des projets assez anciens, mais donc qui sont restés peut-être dans les tiroirs pour longtemps. Voilà, ce projet doit prendre fin le mois prochain. On passe tout de suite à notre sujet pour ce soir. Et donc, j'aimerais bien vous rappeler qu'il s'agit de la visite du président chinois Xi Jinping en Égypte, qui aura lieu cette semaine à partir de mercredi prochain, donc, et pour 2 jours. Là, je vous précise qu'il s'agit de la première étape d'une tournée qui le conduira également en Arabie Saoudite et en Iran, comme je viens de vous les dire. La visite du président chinois en Égypte est en fait un pas important pour renforcer davantage les relations économiques qui lient les 2 pays, et comme l'a déclaré vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, donc chinois, en réponse à une question posée par la correspondante d'une agence de presse à Pékin. Il a indiqué que la Chine soutenait tous les efforts qui renforçaient l'amitié entre les 2 peuples, surtout sur le plan culturel et populaire. Là aussi, je vous rappelle que des préparatifs étaient en cours très récemment pour cette visite. Le ministre chinois des Affaires étrangères était en Égypte pour justement préparer cette visite, ainsi que son vice-ministre. Tout de suite, je vous
nous propose un aperçu rapide des relations égypto-chinoises dans ce commentaire signé d'Alia Kalam. La Chine est intéressante pour l'Égypte d'un point de vue géopolitique. Elle pourrait utiliser cette relation bilatérale comme un levier dans ses échanges avec les États-Unis, comme l'expliquent les spécialistes des relations sino-égyptiennes. Les pays du Golfe et la Russie sont aussi des alliés que le Caire ne se prive pas d'exhiber face aux Américains. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu en Chine après son élection en décembre 2014, accompagné d'un groupe d'hommes d'affaires. L'Égypte exporte vers la Chine, mais toujours peu pour une valeur d'environ 1 milliard de dollars. Il s'agit surtout de matières premières, comme l'affirme le porte-parole du Conseil égypto-chinois, comme le marbre, le lin et les fruits. L'Égypte et la Chine ont aussi des intérêts géostratégiques communs, notamment au Yémen, dans le golfe d'Aden. Un trafic maritime stable est important pour l'Égypte qui tire une grande partie de ses revenus du canal de Suez, et pour la Chine qui dépend de l'exportation de ses marchandises en bateau et tient aussi maintenant qu'elle est devenue une grande consommatrice de pétrole à la stabilité au Moyen-Orient. L'Égypte a participé à la guerre en cours au Yémen. Dès 2008, la Chine déployait des flottes anti-piraterie autour du golfe d'Aden et des côtes somaliennes. Selon une étude réalisée par l'Université norvégienne des sciences et de la technologie de 1989 à 2008, la Chine a vendu plus d'armes à l'Égypte qu'au Soudan et au Zimbabwe, ses clients traditionnels réunis faisant de l'Égypte le plus grand marché d'armes en Afrique. Après l'incendie de certains véhicules de police en 2011, la Chine a fourni à l'Égypte des véhicules de police pour la stabilité du pays. Selon les spécialistes, le but est à la fois politique et commercial. Politique, comme la Chine est désireuse de protéger ses intérêts à l'étranger et la stabilité des pays concernés, et commercial pour les nouveaux marchés. L'automobile est l'un des produits que la Chine exporte le plus dans le monde, mais n'a qu'une petite part du marché en Égypte pour le moment. Les liens économiques se sont renforcés entre le Caire et Pékin lentement, mais sûrement depuis les années 1980. La Chine exporte beaucoup vers l'Égypte pour presque 4 milliards de dollars en 2013. Et le pays pourrait également servir de porte d'entrée vers différents marchés de l'Afrique et l'Europe. Les deux pays sont très dirigistes et les accords se font de gouvernement à gouvernement. Des collaborations inter-entreprises sont envisagées entre les deux pays. On cite le domaine de la technologie agricole ou des pièces pour l'industrie automobile. Le secteur de l'énergie est concerné, bien sûr, notamment dans le domaine de centrales fonctionnant au charbon, la Chine ayant une expertise dans ce domaine et cherchant à diminuer sa production d'énergie à partir du charbon sur son territoire. D'autres compagnies s'intéressent particulièrement au solaire et à l'éolien. Elles ne sont pas les seules. Le photovoltaïque attire beaucoup de firmes internationales qui prospectent en Égypte. La Chine est un grand producteur de panneaux photovoltaïques, bon marché. On parle beaucoup d'une ligne à grande vitesse entre le Caire et Alexandrie. Il est en effet intéressant pour la Chine de trouver de nouveaux marchés pour ses usines de matériel ferroviaire qui cherchent à continuer à tourner. Développer l'infrastructure en Égypte et dans les pays africains, lui, est également utile pour faciliter le transport de ses exportations. La zone économique spéciale autour du port égyptien et dans les pays africains, lui, est également utile pour faciliter le transport de ses exportations. La zone économique spéciale autour du port égyptien d'Ain Sokhna sur la mer Rouge avait commencé à attirer beaucoup d'entreprises chinoises comme TEDA. C'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent.
Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. Voilà, c'est donc des relations égypto-chinoises que nous consacrons cette édition de débat. Je rappelle que le président chinois est attendu cette semaine au Caire, donc une visite qui va certainement insister sur le volet économique, mais il y a aussi le volet politique avec tous les changements dans la région, avec aussi les relations entre l'Égypte et entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le côté culturel aussi entre les deux pays, l'Égypte et la Chine, va avoir une bonne place. Le président chinois est attendu aussi à Luxor, donc il doit rendre une visite au temple de Karnak. Justement pour parler de tout ce qui a rapport avec les relations égypto-chinoises, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Mahmoud Sabet. Bonsoir Dr Mahmoud Sabet. Vous êtes historien et commentaire politique. Bonsoir à vous, merci d'être parmi nous ce soir. Et aussi Dr Ismail Hamed. Bonsoir Dr Hamed, vous êtes chercheur à l'Institut africain, Université du Caire. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Donc je commence avec vous, Dr Sabet. Lorsqu'on parle de l'Égypte, il y a des relations assez étroites entre l'Égypte et la Chine. Le président Sisi a visité la Chine l'année dernière, donc ça faisait partie de ses voyages et donc les efforts égyptiens déployés à l'étranger. Comment voyez-vous cette visite et surtout une visite qui intervient au début de l'année 2016, mais aussi une visite qui intervient alors qu'il y a pas mal de changements dans la région, surtout dans le volet qui concerne l'Iran et l'Arabie Saoudite? Il y a toujours eu des très bonnes relations entre l'Égypte et la Chine. Et entre parenthèses, il y a des relations économiques et militaires quand même entre l'Égypte et la Chine depuis quelque temps. Mais je pense que le plus important, c'est que la stratégie de la Chine, c'est toujours de trouver, pour eux, de résoudre des problèmes régionaux en trouvant des puissances régionaux, donc qui rentrent en
en accord avec eux et de leur aider de trouver ces résolutions. Et c'est un peu, je trouve, dans ce cas que la Chine est venue pour une reconnaissance que l'Égypte fait partie d'une puissance régionale, et dans ce sens aussi, c'est une affirmation aussi des relations économiques et militaires avec la Chine. Très bien, là j'aimerais justement faire une petite correction puisque je me rappelle que la visite du président ici en Chine c'était en 2014, c'était la fin de 2014, en décembre 2014, et donc c'était en 2015 comme je viens de le préciser. Lorsqu'on parle aussi de l'Égypte et la Chine, si on laisse pour quelques instants le côté géopolitique, il y a aussi l'économie. Lorsqu'on parle de l'économie, c'est surtout en faveur du côté chinois, pas le contraire. Oui. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut situer les relations entre l'Égypte et la Chine? Certainement, l'Égypte essaye d'attirer les investissements étrangers, y compris les investissements chinois, mais aussi on peut parler de l'expérience et de l'expertise. Est-ce que ça a place? Bien sûr. Alors sur la relation, on a deux niveaux. Alors le niveau politique et le niveau économique. Si on parle par exemple pour le niveau économique, qui est plus important pour nous et pour les Chinois, comme bien sûr un grand pouvoir économique sur la scène internationale, c'est pour l'Égypte comme un membre de l'Union africaine. La Chine, c'est le grand partenaire des Africains par rapport à l'économie. Les investissements chinois, c'est quelque chose d'incroyable, bien sûr, avec des centaines de milliards. On entend des choses très grandes. Et bien sûr, ça, ce qui représente beaucoup de peur pour les Américains, pour les Européens et tout ça. L'intervention chinoise en Afrique, ça, c'est très fort maintenant avec beaucoup d'investissements, beaucoup de relations bilatérales avec une grande partie de pays africains. Et bien sûr, l'Égypte, avec un membre comme ça, c'est très important. Aussi, on parle des accords qui dépassent plus de 20 accords économiques entre l'Égypte et la Chine. Bien sûr, ça, c'est quelque chose de très important. Aussi, il y a un accord sur une zone industrielle chinoise, bien sûr, beaucoup de participation économique pour la Chine par rapport au canal de Suez, et là-bas, bien sûr, pour les investissements autorisés là-bas pour la Chine. Beaucoup de choses, vraiment, et aussi pour un train chinois aussi que la Chine va opérer en Égypte. Si on parle sur le niveau politique, on parle que l'Égypte maintenant, c'est un membre de Conseil de sécurité. La Chine, c'est un membre permanent de Conseil de 5 membres principaux du Conseil de sécurité. Bien sûr, il y a une sorte de coopération entre l'Égypte et la Chine, comme deux pays qui représentent un membre dans le Conseil et ceux qui peuvent jouer un rôle très fort sur la scène avec la coopération égyptienne-chinoise. Vraiment sur aussi les problèmes de la région, beaucoup de dossiers qui sont ouverts. Le dossier saharien, c'est un dossier très fort sur la scène. On commence aussi qu'on connaît que la Chine, avec sa relation avec bien sûr tous les pays, la Chine toujours garde la relation avec aussi de limites, toujours la porte est ouverte, il n'y a pas de problème très fort avec les pays comme ça. Ils sont très intelligents de bien traiter avec tous les pays de la région et même aussi avec le grand pouvoir du monde. Et on parle aussi sur méditation chinoise entre les rangs et l'Arabie Saoudite. Bien sûr, la Chine profite bien par rapport à ces relations très proches entre les deux pays. Vraiment, le président chinois, bien sûr, elle va jouer un rôle de méditation entre les deux pays. Je pense que elle va calmer l'affaire. On peut pas qu'elle peut résoudre le problème entre les deux pays, mais bien sûr, elle va jouer un rôle pour calmer la tension entre les deux pays. Vraiment, il y a beaucoup de dossiers qui sont ouverts. Par rapport aussi avec le dossier culturel, comme vous avez vu que la visite du président chinois pour Luxor, la ville culturelle. Voilà, on va revenir justement à ce point, puisque vous avez aussi parlé de culture, mais il y a quelques points dans vos discours. J'aimerais si en fait aborder, lorsque vous avez parlé de la Chine et ses relations avec le monde entier, voilà, qui peut vient un pays qui est un pouvoir, c'est une puissance mondiale, la Chine, lorsqu'on parle de ce pays. Là, il faut rappeler aussi que le président chinois est attendu le mois prochain, si je ne me trompe pas, en Inde. Il va être à Londres, c'est-à-dire cet équilibre mondial avec cette puissance. Est-ce que aussi la Chine peut jouer un certain rôle, par exemple, pour la question
épineuse donc entre l'Égypte et l'Éthiopie et qui concerne le barrage de la Renaissance, puisque aussi vous avez rappelé la présence chinoise en Afrique. Oui, la présence chinoise en Afrique est très très puissante. Comme mon collègue disait, il y a des investissements énormes chinoises qui rentrent dans l'affaire. Dans un certain sens, l'Égypte, avec son nouveau dossier, avec ses relations intra-africaines, essaye de rentrer quand même dans ces marchés, mais quand même il y a la Chine qui est là-dedans. Mais bien sûr, c'est qu'il y a une collaboration entre la Chine et l'Égypte dans ce cas. Mais je pense que plutôt que quand même il faut pas oublier que la Chine a besoin du pétrole arabe. Il y a un lien très fort là-dessus, et pour eux c'est très intéressant que par exemple actuellement l'Iran ses portes, ils peuvent exporter leur pétrole, parce qu'une grande partie de ce pétrole ira à la Chine, ira à l'Est. Alors oui, c'est le moment que la Chine va commencer, on va essayer peut-être de jouer un rôle pas comme la Russie l'a fait, mais certainement un rôle politique et certainement économique. Très bien, mais aujourd'hui, quel intérêt justement pour l'Égypte? Souvent, on parle de l'importance de l'investissement étranger. Le chef de l'État insiste à plusieurs reprises à insister sur les efforts déployés pour faciliter donc les étapes afin d'attirer plus d'investissements. Est-ce que ça va rester dans ce contexte? Parce que le plus important aujourd'hui pour l'Égypte, c'est d'attirer les investissements étrangers, y compris, par exemple, les investissements chinois, puisqu'on parle de... Oui, bien sûr. De l'autre côté, est-ce qu'il y a l'autre profit, c'est-à-dire est-ce qu'on pourra nous-mêmes être aussi attirés par le côté chinois, tout comme la Chine est très importante pour nous? Oui, bien sûr. Par rapport à la relation bilatérale entre les deux pays, les deux côtés alors ils ont besoin l'un de l'autre. Ça c'est important vraiment. Et bien sûr les Chinois ils ont beaucoup de bonnes intentions pour faire des grands investissements en Égypte, mais on entend qu'il y a aussi des problèmes ce que l'Égypte doit résoudre par rapport aux lois de l'investissement et pour faciliter l'investissement, les investissements chinois et tout ça. Et je pense que il y a une intention égyptienne pour résoudre ces problèmes-là et pour faciliter les investissements, c'est loin de la bureaucratie qu'on connaît, la bureaucratie qui se trouve en Égypte. Je pense aussi que la Chine peut jouer aussi un rôle, comme Dr Sabet l'a dit, un rôle entre l'Égypte et l'Éthiopie aussi, parce qu'il y a des investissements, beaucoup d'investissements chinois vraiment en Éthiopie. Bien sûr, c'est un pays qui peut jouer un rôle pour aussi calmer, pour aussi approcher les positions égyptiennes, les positions égyptiennes avec l'Éthiopie. Vraiment, les Éthiopiens, ils sont très obstinés. Maintenant, ils construisent la digue. C'est presque, on parle 2 mois après, ça sera un projet actuel pour nous et on va souffrir fortement vraiment. Et pour moi, je critique fortement la politique égyptienne par rapport à la négociation avec l'Éthiopie et tout ça. Mais il y a pas mal d'analystes qui ont insisté en fait sur la politique étrangère égyptienne, à quel point elle est réussite, il y a des pas, des progrès dans ce dossier. C'est vrai qu'on n'a pas entendu de quelque chose de concret, mais ce sont les déclarations, au moins officielles, et les analyses aussi. Mais sur la scène, on ne trouve pas des progrès. On trouve que c'est les Éthiopiens, c'est eux qui, les acteurs, ils sont les joueurs de l'affaire maintenant. C'est eux qui commencent la digue, c'est eux qui commencent de ne pas respecter les accords, les anciens accords qui datent de début du XXe siècle et qui respectent et qui exigent tous les partis de respecter alors les droits des autres parties qui partagent le bassin de Nil et pour ne pas faire de projets qui touchent négativement les autres parties, tout ça, c'est l'Éthiopie qui ne respecte pas ça. Et bien sûr, c'est les Éthiopiens sur le rôle pour la même façon comme les Israélites. Ceux qui font des négociations pour les médias et tout ça, en même temps, ils construisent les colonies, ils font comme ça. Et la même chose, les Éthiopiens, ils font des négociations, mais en même temps, la construction continue fortement pour terminer. Mais au moins, officiellement, on est plus ou moins, on essaye de nous rassurer sur
je sais pas, je vais pas dire la réussite, mais sur le bon déroulement au moins des négociations. On n'a qu'à attendre. De toute façon, le ballon est dans le camp de l'Éthiopie. Là, je vous invite tout de suite à suivre avec nous un commentaire. On va s'arrêter un petit peu sur un point économique, puisque aussi on aimerait, lorsqu'on parle de la Chine et de l'Égypte et l'économie, ça fait une bonne partie. Là, j'aimerais bien revenir en fait au problème économique de l'Égypte. Le dollar fait partie de ce problème, puisque pour faire face donc à la pénurie de dollars, le gouvernement vient d'imposer des restrictions sur l'importation de certains produits, dont le textile et l'électroménager. Les producteurs soutiennent les restrictions sur les importations, alors que les importateurs les contestent fermement. On va vous laisser tout de suite avec un commentaire signé Dalia Kalam sur ce dossier, mais nous allons retourner en fait pour discuter en fait de ces nouvelles décisions. Dès le mois de février prochain, les importateurs égyptiens ne seront plus autorisés à importer 23 catégories de produits si les sociétés étrangères qui les vendent ne possèdent pas de registre auprès de l'autorité de contrôle des importations et exportations. La liste comprend certains produits laitiers, les huiles, le textile et le prêt-à-porter, l'électroménager, les montres, les bicyclettes et les motos et les jouets pour enfants, entre autres. Le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur exige en effet que le pays d'origine de ces produits soit inscrit en Égypte sur les registres de l'autorité de contrôle des importations et exportations et que les usines qui vendent ces produits à l'Égypte appliquent un système de qualité reconnu internationalement. Selon le gouvernement, ces mesures visent à limiter la demande sur le dollar et à protéger l'industrie locale. En effet, le gouvernement peine à fournir les devises aux importateurs dans le contexte de la baisse des investissements directs étrangers et le recul des revenus du tourisme affectant les réserves en devises du pays. Celles-ci ont considérablement baissé au cours des dernières années et se situent actuellement à 16,4 milliards de dollars fin décembre contre 36 milliards avant 2011. La décision publiée dans le journal officiel le 3 janvier est soutenue par des producteurs alors que les importateurs la contestent fermement. Les deux groupes s'attaquent mutuellement dans les médias, chacun accusant l'autre d'agir seulement pour son propre intérêt aux dépens de l'économie nationale et des consommateurs. Cette décision va négativement affecter les consommateurs dans l'intérêt d'un groupe de producteurs qui monopolise le marché, comme l'a déclaré le président de la division des importateurs au sein de la Fédération des chambres de commerce. Ces contraintes sur les importations ne sont pas les premières du genre. La décision du ministre de l'Industrie fait suite à une série de mesures annoncées antérieurement par la Banque centrale d'Égypte et visant également à limiter les importations. La décision de la Banque centrale d'Égypte, fin décembre, exige que les importateurs de tout produit final, à l'exception des médicaments et des laits pour enfants, doivent placer dans les banques un dépôt en espèces équivalent à 100% du montant de la facture contre 50% auparavant. La BCE a également enjoint les banques à ne pas octroyer de crédit aux importateurs pour couvrir les sommes requises. On a énuméré certains secteurs industriels affectés par les importations des pays asiatiques, comme celui des produits cosmétiques, en Égypte 270 usines, celui des médicaments avec 160 usines, le mobilier et les accessoires, et même celui des produits artisanaux traditionnels, dont les produits portent tous aujourd'hui l'étiquette fabriquée en Chine. La décision du gouvernement n'interdit pas l'importation, mais la réglemente. Pour les économistes, le gouvernement n'avait pas vraiment le choix. Il devait recourir à des restrictions administratives afin de faire face à la pénurie de dollars et à une dévaluation non contrôlée. Donc les importateurs égyptiens ne seront plus autorisés à importer 3 à 20 catégories de produits si les sociétés étrangères qui les vendent ne possèdent pas de registre auprès de l'autorité de contrôle des importations et des exportations. Dr Mahmoud Sabet, comment voyez-vous cette mesure, puisque aussi c'est lié au dossier chinois, puisque aussi on importe pas mal de produits avec des montants assez importants de produits chinois? Oui, je pense que ils sont en train d'essayer de trouver un équilibre dans la politique elle-même de ce qu'on peut importer et de protéger certaines industries égyptiennes, parce qu'elle a besoin de le faire.
Par exemple, parce qu'il y a certains industries égyptiennes qui ont commencé à rentrer dans ces marchés, mais qui sont plus ou moins détruits par des importations, des produits à très bon marché, à des prix extrêmement, à des prix presque au négatif, qui sont très souvent faits comme ça exprès pour prendre un marché. Alors oui, c'est pour trouver un programme, il y a certaines conditions très favorables pour l'emprunte d'argent pour construire et des produits égyptiens pour remplacer ce qui est sous un certain contrôle qui sera importé, par exemple. Alors, il y a certainement un encouragement pour un développement égyptien qui est lié à cette politique. Est-ce que c'est possible de réaliser ce développement égyptien avec basons simplement et complètement sur les investissements étrangers? Est-ce que c'est-à-dire, une fois on a des investissements étrangers ici sur le territoire égyptien, sur la terre égyptienne, est-ce que c'est ça qui va résoudre notre problème? Dans un certain cas, quel lien y a-t-il entre investissement étranger et production égyptienne? C'est pas seulement production égyptienne, il y a un potentiel d'investissement égyptien énorme. Par exemple, le Banque du Monde a estimé que la liquidité égyptienne ailleurs, ça veut dire pas en Égypte, est quelque chose comme plus que 150 milliards en devises étrangères en dehors d'Égypte. Alors comment attirer ces devises de retourner? C'est ça plutôt le défi. Il y a certainement, très intéressant, les investissements, par exemple la Chine est un énorme investisseur, mais à la fin du compte, c'est l'investisseur moyen, qui a des devises, qui a un potentiel, et il faut quand même le donner, ce potentiel. Cet investisseur intermédiaire est un Égyptien. Et il faut encourager ça. Et là, je suis tout à fait pour cette idée de trouver l'investissement. Et à la fin du compte, c'est ça qui va améliorer l'économie égyptienne. L'économie égyptienne sera améliorée quand il y a une base de consommateurs, qu'on peut, par exemple, doubler la base de consommateurs qu'on a actuellement, qui est très peu, qui est presque même pas 10% de la population égyptienne. Et c'est eux, actuellement, qui sont en train de payer les devises pour tout le monde. Alors, le moment qu'on peut doubler ça, ou même, parce que c'est 8 millions, plus ou moins, si on a 16 millions ou 20 millions de consommateurs égyptiens tels qu'on comprend ce mot, on aura une économie. C'est pas plus compliqué que ça, à la fin. D'accord. Lorsqu'on parle justement de l'économie chinoise, puisqu'on ça peut servir aussi d'exemple, cette économie s'est développée justement grâce aux petites et moyennes entreprises. Est-ce que là aussi c'est possible d'avoir recours à cette expérience chinoise? Donc la population égyptienne est une population énorme, pas comme la Chine, mais on est une population aussi assez importante. Donc est-ce que l'Égypte aussi peut dépendre sur les petites et moyennes entreprises, justement sur l'expérience chinoise pour justement faire avancer son économie? Bien sûr, on a besoin d'une expérience réussie comme ça, comme l'expérience chinoise, vraiment, peut-être réussie. Toujours, on se plaint de problèmes de surpopulation démographique et tout ça. Alors pour la Chine, c'est un modèle énorme par rapport à la population, mais ils ont réussi de profiter, d'avoir la force de l'abord comme ça, pour profiter, pour faire des industries, de faire beaucoup de produits, et comme ça maintenant le marché chinois et les produits chinois sont énormes dans tous les pays du monde. Ils ont réussi de faire ça. On a besoin, oui, de faire tout possible par rapport à nous. Oui, on a des problèmes par rapport à la force de l'abord et tout ça, et toujours par rapport à l'éducation et par rapport à la pratique après, le travail après terminer l'éducation. Mais on doit alors émettre tout possible par rapport à nos capacités de tout ça. Et aussi par rapport à la question de restrictions concernant l'importation, tout ça, je suis d'accord avec une telle décision.
particulièrement si on a les alternatives. Par exemple, pour les restrictions concernant l'importation, les importations de produits de textiles, c'est bien sûr pour encourager l'industrie de coton. Le coton, c'est une grande histoire pour l'Égypte. Le coton égyptien, c'est une marque internationale. Depuis centaines d'années, c'était très connu dans le monde entier. Avant la Révolution, toujours. C'est une marque pour tous les pays du monde, pour le coton et les produits cotonniers de tout ça. J'aimerais m'arrêter là. C'est quoi l'importation des produits de textile exactement? Ça concerne quoi? C'est des textiles... C'est-à-dire les tissus sous leur forme primitive ou donc les produits, c'est-à-dire les vêtements et tout cela. Les produits, non, c'est par rapport aux vêtements, pas juste pour les vêtements, les matières premières. Non, c'est pas la base, très souvent la base, c'est que l'Égypte a une industrie de textile à cause du coton. Elle a besoin de coton. Elle n'a pas assez de coton égyptien. Alors, elle achète du coton de Pakistan, par exemple, des Indes, ailleurs, pour nourrir ces usines. Il y a vraiment c'est une infrastructure énorme de textile en Égypte actuellement. Oui, donc on doit revivre l'industrie de coton pour être une industrie très forte pour l'Égypte, parce que toujours, comme on est très fiers toujours pour le coton égyptien et pour sa marque, sa qualité et tout ça. Donc, par rapport à ce point, alors je suis d'accord avec ça, si on a les alternatives dans notre marché et pour encourager alors les producteurs locaux en Égypte, le marché local, c'est important vraiment. Mais bien sûr, c'est pas uniquement pour les tissus, pour les textiles. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas nécessaires pour nous. C'est que on importe ce qui fait beaucoup de dépenses, beaucoup de problèmes très lourds pour le budget égyptien. Alors, bien sûr, on connaît beaucoup de matières qu'on n'a pas besoin, on les importe après pour le marché. Donc, alors, on a besoin de faire un contrôle pour les importations qui viennent pour l'Égypte. C'est assez important pour nous maintenant. Pourquoi je me suis arrêtée là? Parce que là, il faut rappeler que parallèlement, je sais pas comment, mais les compagnies étrangères qui ouvrent ici en Égypte, on parle de consommation pure et simple, c'est-à-dire il y a des exportations énormes en matière de vêtements, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec la consommation plus ou moins de la tranche sociale la plus en dessus de la moyenne, certainement. Il y a une grande tendance justement dans ce domaine-là, dans ce dossier-là, puisqu'il y a pas mal qui ouvrent de nouveaux magasins qui prennent des locaux ici en Égypte, et c'est-à-dire, c'est pour cela que je me suis arrêtée. Alors, il y a des censures ou des limitations pour l'exportation de textiles, alors que les produits finaux sont là sur le... Oui, mais il y a un marché. Le marché existe et c'est en train d'agrandir. Voilà. Mais et puis pour devenir une économie moderne et puissante, elle a besoin de grandir plus ou moins vite. Et pour grandir à cette vitesse, il faut quand même, en 5 ans au moins, doubler sa base de consommateurs. Et ça se fait quand le moment qu'on a une économie marche, quand il y a des ventes et achats. Et la quantité de ces ventes et achats, c'est ça à la fin qui fait cette économie. Elle marche. Très bien. Je vais revenir en fait au côté politique un petit peu, puisque là, lors de sa visite, le président chinois doit aussi inviter l'Égypte, le président égyptien, à assister au sommet du G20, c'est-à-dire ça va être en juin, si je ne me trompe pas, 2016. Là, la Chine qui va accueillir le sommet a le droit d'inviter deux invités, c'est-à-dire en dehors du groupe du G20. Quelle est la signification et l'importance aussi pour une telle invitation ou d'assister au G20 donc? Elle est importante, bien sûr. L'Égypte est en train de se refaire un peu, de se remettre après cette longue période d'abus, plus ou moins, parce que l'Égypte a beaucoup perdu pendant la période de Mubarak. Elle a beaucoup perdu dans leur position dans le Moyen-Orient et leur position du monde. Alors, c'est dans ce sens que l'Égypte est en train de retourner et en train de vraiment chercher sa place traditionnelle, plus ou moins, et pas seulement politique, mais aussi économique. Et certainement, tout ça est possible. Mais
c'est le moment qu'on regarde la situation telle que vous avez parlé, il faut la regarder de cette perspective que comme l'Égypte est en train de retourner un peu dans sa position. Oui, on espère bien. Donc aujourd'hui, en fait, on essaye de parler de plus ou moins des dossiers d'une façon plus élargie, si on peut dire, mais pas en détail, puisqu'on va attendre certainement la visite même du président chinois, justement pour aborder les dossiers qui ont été donc évoqués entre les deux chefs d'État, si jamais il va y avoir des accords conclus. Mais là, j'aimerais aussi parler de culture, puisque là aussi, la Chine et l'Égypte sont deux civilisations, deux cultures très anciennes. Donc, lorsqu'on parle de la Chine, lorsqu'on parle de l'Égypte, et certainement avec une tradition, une histoire assez importante. Donc, ça fait partie du patrimoine culturel mondial ici. Et là, j'aimerais préciser que l'Égypte lance l'année culturelle sino-égyptienne de la culture 2016 pour développer justement la compréhension et la coopération mutuelle. Là aussi, je rappelle que le président chinois doit aussi visiter le temple de Karnak à Luxor. Donc, il faut s'attendre vraiment à cette visite. Donc, un déplacement aussi assez significatif pour un site touristique égyptien. Oui. Là, je vous invite, vous et mes chers téléspectateurs, à suivre avec nous un commentaire justement sur les relations culturelles égypto-chinoises. Tout de suite, donc, un commentaire signé d'Alia Karam. Le ministère égyptien de la Culture et l'ambassade de Chine au Caire ont lancé jeudi l'année sino-égyptienne de la culture 2016 qui marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques conjointes. L'année culturelle sino-égyptienne est un moyen de renforcer les liens culturels déjà solides, comme l'a indiqué le ministre de la Culture, Haymin Namnam. L'annonce est intervenue pendant une conférence de presse à la Maison des Documents et Archives nationales égyptiennes au Caire. Nous aurons des événements culturels dans les deux pays tout au long de l'année. Nos événements culturels voyageront en Chine et des événements chinois auront lieu partout en Égypte, a indiqué le ministre. Marqué 2016 comme année culturelle est le fruit d'un accord entre le président chinois Xi Jinping et son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors de leur rencontre à Pékin en décembre 2014. Elle doit également célébrer 6 décennies de relations diplomatiques bilatérales entre les deux pays, comme l'a déclaré le ministre. L'Égypte a été le premier pays arabe et africain à avoir reconnu la République populaire de Chine. Selon le ministre égyptien de la Culture, la Chine et l'Égypte font partie des civilisations humaines les plus anciennes et leurs relations ont des racines profondes qui remontent loin dans l'histoire. Le ministre a enfin indiqué que l'année culturelle stimulerait les liens amicaux et renforcerait la compréhension mutuelle et le développement futur entre les peuples des deux pays. De son côté, le conseiller de l'ambassade chinoise a expliqué que l'échange culturel Chine-Égypte avait toujours été riche et était en plein développement. Il a déclaré que depuis le début des relations diplomatiques mutuelles, la Chine et l'Égypte avaient signé des dizaines d'accords culturels qui doivent développer un échange culturel efficace. Le conseiller de l'ambassade chinoise a enfin ajouté que l'Égypte avait ouvert le premier centre culturel chinois hors des frontières de Chine et quel était le lien entre la Chine et les pays arabes. Plus de 100 événements culturels auront lieu au cours de l'année culturelle. Et la Chine, à elle seule, organisera plus de 60 activités avec de la musique, des danses folkloriques, du cinéma, de la littérature, de la nourriture, des séminaires et des expositions. Voilà, lorsqu'on parle de culture, lorsqu'on parle de relations très étroites et très anciennes entre l'Égypte et la Chine, là aussi on peut parler du volet touristique. Vous, docteur Hamed, vous avez un point à ajouter là. Et par rapport, je pense, par rapport à la relation culturelle entre l'Égypte et la Chine, bien sûr, on parle de deux pays, de deux grandes civilisations. Si on parle pour les civilisations les plus anciennes de l'histoire humaine, on parle de l'Égypte, la Mésopotamie, on parle de l'Inde, on parle de la Chine. Ça, c'est bien sûr les 4 grandes civilisations. On parle de 3 à 4 000 ans avant Jésus-Christ, au plus de 5 000 ans. C'est une histoire très très ancienne. Et bien sûr, les deux civilisations qui sont basées
par fleuve. Par exemple, il y a là la civilisation de Nil, là-bas, c'est la civilisation de fleuve jaune. C'est le fleuve jaune, c'est un fleuve très très connu par rapport à l'histoire chinoise et tout ça. Donc, besoin d'encourager. Et après, le problème que nous avons, après bien sûr l'attentat de l'avion russe et par rapport aux autres choses, donc c'est une bonne réclame pour l'Égypte, pour les touristes chinois de venir. Bien sûr, la visite du président chinois pour Luxor, comme le pays, la ville, le site le plus riche de patrimoine dans le monde entier. On ne comprend pas. Luxor, c'est la ville de 100 portes, comme les Grecs l'appelaient avant, les 100 palais, la ville de Luxor, comme Luxor, c'est la ville de palais par rapport à la nomination arabe, après l'arrivée des Arabes en Égypte en 640 après Jésus-Christ. Donc c'était très bon réclame, très bonne publicité pour l'Égypte, pour le tourisme égyptien et pour encourager un grand nombre de touristes chinois de visiter l'Égypte. Choisi le temple de Karnak comme le plus grand temple dans le monde, avec c'était une ville culturelle là-bas avec des pylônes, la grande salle hypostyle, les obélisques. C'est vraiment un des patrimoines le plus important dans l'histoire humaine, pas uniquement l'histoire d'Égypte. Je pense que c'est un point très très positif pour l'Égypte, cette visite-là, mais c'est important pour nous pour bien profiter de cette visite et pour bien éclairer sur la scène culturelle, pour montrer au monde entier qu'on a une visite de ce grand niveau pour le président chinois. Très bien. Cette visite, justement, du président chinois a été préparée et au niveau égyptien du ministère des Affaires étrangères, mais aussi au niveau arabe, puisque le ministre chinois des Affaires étrangères s'est entretenu aussi avec Nabil Al-Arabi, donc le chef de la Ligue arabe, donc le secrétaire général de la Ligue arabe. Lorsqu'on parle justement de ces préparatifs, là il faut aussi rappeler le volet militaire, c'est-à-dire les relations entre les deux pays, surtout après l'arrivée du président ici au pouvoir. On parle aussi du volet militaire entre l'Égypte et la Chine. Encore une fois, on parle d'un nouveau partenaire sur ce plan. Là aussi, on rappelle qu'il s'agit du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et la Chine. Mais c'est ça. Mais c'est ça exactement. La Chine, plutôt, l'Égypte a reconnu la Chine en 1955, en 1956. Et vraiment, à cause de cette reconnaissance, c'est le commencement de la piste qui s'est mise à la guerre de 56. Parce que, historiquement, l'Égypte, à ce moment-là, a provoqué les États-Unis qu'ils ont coupé tout leur soutien pour le barrage. Et c'est à cause de ça qu'ils ont rentré et ils ont fait ce qu'ils ont fait sur le canal de Suez. Alors, il y a bien sûr des liens très anciens, pas seulement, moi je vous parle ancien dans le sens moderne, des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, par exemple, notre ambassadeur en Chine, dès le début, M. Ragab des Papyrus, c'était notre ambassadeur égyptien en Chine à l'époque, a ordonné toute l'ambassade de rentrer et de aider les paysans chinois dans leur premier programme agricole en 54 et 55. Et à cause de ça, en solidarité, il l'a fait 2 jours, mais quand même en solidarité. Et à cause de ça, on a toujours eu des très bonnes relations avec la Chine, à cause de cette chose solidaire à l'époque. Très bien. Je ne sais pas si on peut être optimiste ou pas, mais lorsque vous parlez, c'est un temps un petit peu, vous parlez d'un temps un petit peu de nostalgie. Là aujourd'hui, est-ce que l'Égypte peut avoir cette place de nouveau, c'est-à-dire sans comparaison et sans que la Chine, c'est-à-dire sans qu'il y ait un côté inférieur ou supérieur à l'autre, mais tout simplement, est-ce qu'on peut, encore une fois aujourd'hui, l'Égypte peut gagner cette même place, être là pour, elle, tendre la main au pays, c'est-à-dire aux autres? Oui, on l'avait toujours, c'est que c'était pas assez. Les autres pays, ils ont développé très très vite. Voilà. Pas très vite, quand même, une soixantaine d'années, c'est pas très vite. Non, très vite dans le sens économique pendant les derniers 30 ans, 40 ans plutôt. Et mais que c'est que l'Égypte a toujours, la position d'Égypte, c'est qu'elle a toujours cette place, elle a toujours cette option.
Si elle essaie de retourner à cette option, elle sera encouragée par tout le monde. Et c'est plutôt ça, c'est qu'elle ne le perd pas vraiment, elle n'a pas vraiment besoin de regagner, elle a besoin de reconnaître et de faire des efforts de le reprendre. Et c'est plutôt ça. Et dans ce sens, moi je vois cette visite un peu comme une reconnaissance, une affirmation de ça. Très bien. Aujourd'hui, encore une fois, avec une visite du chef de l'État d'un pays qui fait partie aujourd'hui des puissances mondiales, quel est le point justement de cette visite pour l'Égypte au niveau international? Bien sûr, alors toujours, il y a quelques-uns de l'autre côté, ceux qui critiquent la politique égyptienne, qu'on est toujours, on suit la politique américaine, on se met comme ça. Toujours, bien sûr, Sisi, le président, elle montre qu'on a beaucoup d'autres partenaires, on a aussi beaucoup, on ne suit pas la politique américaine, ça c'était au passé, c'était l'autre fois. Maintenant, on a beaucoup de très bonnes relations avec la Russie, avec la Chine, avec les autres, même aussi avec les partenaires par rapport aux visites continuelles de chefs d'État d'Égypte pour l'Allemagne, pour la France, l'Italie, tout ça. Donc ça c'est important pour nous d'avoir toujours de très bonnes relations avec tous les pays du monde, avec tous les grands pouvoirs du monde, pas uniquement pour les Américains. Et je pense pour les Américains ça devient comme une carte brûlée. Donc alors on a besoin toujours des nouveaux partenaires, de partenaires qui nous traitent bien, pas les Américains. Et toujours avec l'arrogance de la politique américaine, ça suffit pour nous, alors on déteste beaucoup, alors donc on doit trouver de nouveaux partenaires avec nous qui nous respectent et aussi qu'on leur donne aussi de grands respects sur le même niveau. Très bien, mais là il faut rappeler qu'au niveau diplomatique et politique, on a toujours les bonnes relations au moins avec toutes les parties. Je vous remercie infiniment, Dr Mahmoud Sebet. Je rappelle, Dr Mahmoud Sebet, vous êtes historien et vous êtes commentateur politique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir, Dr Mahmoud Sebet. Et vous, Dr Ismail Hamed, vous êtes chercheur à l'Institut africain, Université du Caire. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir, Madame, Monsieur, merci. Now TV International is your gateway to all the breaking news events across the world. We're the most constant news service of the world. We make all the difference. The entire world is shifting towards social media. That's why we're following you and we're capturing the latest. We provide you with minute-by-minute updates of the latest events happening around the world. Reading beyond the news. News and following the latest and the most significant events. You'll still be on the majors. It will be just a different sport. News updates minute by minute. Where we have been, where we stand now, and where we want to be in the future. Whatever is making the headlines, will bring you the story. Good evening, it's 8 p.m. here in Cairo. Thank you so much for joining Panorama News. It's always a pleasure to have you with us. I'm Mona Sweelam with the political segment of Panorama News, and we start with the headlines. The House of Representatives holds its 6th session to vote on laws.
3 freed American prisoners leave Iran as Rouhani hails a nuclear deal. And experts are on course to unravel the secrets of Egypt's pyramids. Welcome back. Those were the headlines. Now the details. Prime Minister Sharif Ismail stressed on Sunday the strength of Egyptian-British ties, saying that Egypt is looking forward to boost cooperation with Britain in all fields. Ismail's statements came during his meeting with a delegation of the British Parliament headed by Sir Alan Duncan, head of the Conservative Party for Middle East Affairs. According to Cabinet spokesman Hossein Al-Qawish, Ismail said that the third phase of Egypt's future map was concluded by electing the new parliament. The Prime Minister reiterated that the government will present its program to the parliament by the beginning of February. He added that the program will include plans to enhance economic growth in Egypt and boost the services provided for citizens. The Premier also reviewed efforts exerted by the Cabinet since July 2014 to face security and economic challenges. The meeting focused on government efforts to attract more direct foreign investment and create a suitable atmosphere to resolve problems facing investors. Members of the British delegation congratulated Egypt on launching the new parliament, stressing their keenness to boost Egypt-UK relations in all fields. They also asserted that regaining Egypt's stability is important to maintain peace in the Middle East. The House of Representatives holds its 6th session on Sunday to vote on presidential laws issued during the absence of Parliament between 2014 and 2015. Some items of the Penal Code will be reviewed and amended during the session. The Constitutional and Legislative Committee ratified on Saturday 34 laws pertaining to presidential elections, practicing political rights and the Parliament, in addition to fighting terrorism and electoral districts laws. The Educational and Scientific Research Committee also ratified 8 laws. The head of the Suez Canal Authority, Mohab Mamish, announced on Sunday the launch of the first international maritime conference hosted by the Suez Canal Authority under the title Opportunities and Challenges. He said that the conference will take place between February 22nd and 24th under the auspices of President Abdel Fattah el-Sisi. Mamish added that the conference aims to discuss ideas for investment and international trade pertaining to the Suez Canal. Switzerland's General Prosecutor Michel Laubert said that the Swiss judiciary is continuing to investigate former President Hosni Mubarak's frozen funds that are worth 550 million francs and are held in Swiss banks. Earlier, Laubert arrived in Egypt for talks with officials on means of fostering bilateral cooperation in the area of the judiciary as well as Mubarak's frozen funds. This came after Mubarak's recent indictment over corruption charges. Last week, a court turned down an appeal by Mubarak and his 2 sons, Ala and Gamal, against a 3-year jail verdict for stealing funds worth £125 million allocated to the restoration of Egypt's presidential palaces. The Port Said Criminal Court on Sunday adjourned till Monday the trial of 51 defendants in a case related to riots and an attempt to break into the Port Said prison in January 2013. 44 people were killed in the riots, including 2 policemen. 79 others were wounded in the clashes. Meanwhile, the Cairo Criminal Court adjourned till February 7th the trial of 215 terrorists from the terrorist Brotherhood organization charged with forming the Kata'ib Hilwan armed group. Investigations showed that the group is responsible for targeting security forces, inciting violence and possessing weapons. Syria's government said